Donc on reprend où on en était arrêté. Donc les autorisations. Je vous ai déjà dit, je vous ai déjà briefé un petit peu sur les autorisations dans les vidéos précédentes. On va revoir ce concept qui est extrêmement important. Ok? Le principe, je sais que ça peut paraître assez dingue, mais déjà, vous rappelez les bases, parce que ça je vous l'ai pas dit et ils vous l'ont pas dit non plus. Sous Linux, je répète, sous Linux, je répète, sous Linux, pas Windows, je répète, sous Linux, tout, tout, TOUT est fichier. Une arborescence est un fichier. Ok? Ça peut paraître complètement fou dans vos têtes. Ok? Mais tout est fichier. Vos disques durs, ce sont des fichiers. Vos logs, ce sont des fichiers. Vos clés USB sont des fichiers. Vos fichiers sont des fichiers. Vos arborescences, vos dossiers sont des fichiers. Tout est fichier. Sous Linux, je répète, sous Linux, tout est fichier. Vraiment, ça, il faut vraiment que ça soit clair dans vos têtes. Et à partir de là, une fois que vous aurez compris ce concept de système de fichiers, pourquoi on parle de système de fichiers? Parce que c'est des fichiers, c'est pas des arborescences, hein? C'est pas Toto, c'est pas Tata, c'est un système de fichiers. Je m'explique. Je reviens sur ma VM. Je vais à la racine, ok? On va se faire un CD racine. Je vais quoi? Là, je suis quoi? Je suis sur le route, ok? Là, je suis dans le try avec pas bon. Ok. Là, je suis. Est-ce que ça, c'est égal à route? Ça, c'est égal à quoi? À admin? Pas du tout. Ne confondez jamais. Slash route, ça veut dire la racine. Ok? Ça n'a rien à voir avec le fait de devenir root administrateur. Rien à voir. Ok? Confondez pas. Première erreur du débutant. Confondre quand on parle du root. Ah ouais, ouais, tu vas faire une escalade de privilèges, t'as piraté la machine, t'es devenu administrateur. Non, 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 non. Non, non, je te dis juste, CD, root. Je suis à la racine. Qu'est-ce que j'ai à la racine? Je vous ai dit qu'on a cette arborescence que vous retrouverez. Ouvrez votre Kali Linux, faites cd root et à root faites ls. Vous allez voir que vous avez exactement la même architecture. Ok? Hop là, je réponds à mon pote Milano. 2 petites secondes. Ok, c'est fait, pas de souci. Bon les gars, j'ai un raid à lancer, donc je vais pas traîner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, ne confondez pas. C'est la première erreur que moi-même j'ai faite quand j'ai démarré sur Linux. Hein? Ne confondez pas le root avec le root. Je sais, vous allez me dire, mais putain, mais ils sont trop cons les mecs. Pourquoi ils l'ont appelé root? Ça induit en erreur. Ouais, je sais. Ok? Mais root sous Linux, c'est deux choses. Root, au niveau de la sémantique, root en anglais, c'est la racine. Ok? Quand on parle de la racine, eh ben, on parle justement, hein, du haut de la pyramide. Ok? Et plus vous allez descendre, ok? Plus, eh ben, vous allez descendre dans le système de fichiers. Ok? Et donc, descendre en bas. Vous commencez toujours en haut de la pyramide et vous descendez en bas. Alors que dans la vie, c'est plutôt l'inverse. Hein. On commence tout en bas de la pyramide et on essaye de monter. Je dis ça, je dis rien. Donc, voilà, ok? Vous serez toujours en haut. Là, tout en haut, c'est la pointe, c'est le pyramidion, ok? Le pyramidion, c'est quoi? C'est route. Route, il est tout en haut. Après, voyez-le comme une pyramide. Et dans cette pyramide, on a quoi? On a BIN, ETC, lib32, Lost, jusqu'à TMP, ok? Ça, c'est la base de la pyramide, ok? Donc, quand on parle du route, on parle de la racine. La racine, elle est tout en haut, tout en haut. Et comment je sais ça? Bah, je vais vous montrer. Analogie, ok? Je sors de là. Si je fais un 4 ETC passe VD, je monte. Système, encore une fois, pyramidal. Système pyramidal. À croire que les informaticiens du MIT étaient tous des francs-maçons. Je dis ça, je dis rien. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Route, le dieu dans la machine. Le dieu dans la machine, route. Route et racine. Route et racine aussi.
Mais là, on parle du compte. On parle pas du système de fichiers. Mais c'est exactement pareil. Il est zéro. Zéro tout en haut. OK? Et moi, je suis quoi? Pyramide. Je descends tout en bas de la pyramide. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. Il y a quoi? Là, il y a les comptes de service. Il y a les démons, comme on les appelle. Les démons. Je vous laisse réfléchir. Et tout en bas, on a quoi? On a moi. User 2. Moi, je suis 1002. À la limite, je suis try avec me. Je suis 1001. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tout en bas de la pyramide. OK? Donc, ça vous prouve bien. OK, hein, le root administrateur et le root au niveau du système de fichiers, ça n'a rien à voir. Par contre, ils sont tout le temps, je répète, ils sont tout le temps en haut de la pyramide. OK? Linux est une pyramide, ni plus ni moins. C'est un système de fichiers pyramidal. Les droits sous Linux sont pyramidaux. OK? Vous partez du haut et vous déléguez les droits vers le bas. Mais c'est pas propre à Linux, hein. Mais là, on parle de Linux. OK? Donc ça, faut le comprendre, en fait, hein. C'est un système totalement pyramidal. Ensuite, comment je quitte là? J'ai dit, j'appuie là-dessus. Hop. Donc continuons. Donc LS. LS, on a vu que ça nous permet de regarder les métadonnées, hein. Avec le L, on peut voir les différentes colonnes. En effet, j'ai pas besoin. Voilà, juste L, je vous l'ai pas montré. Je vous ai montré A, L1, juste L. OK? Donc là, ça liste, ça me donne les métadonnées, mais j'ai pas les fichiers cachés. OK? Puisque avec A, j'ai les fichiers cachés. Mais on voit les droits. Je vous ai parlé des droits, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est les trois premières colonnes. OK? Tout le temps, votre regard doit se porter là-dessus. Ça, c'est les droits. Ensuite, divisé en deux, hein, symboliquement. Dans votre tête, faut que ça soit comme ça. OK? J'ai quoi? J'ai la partie à gauche, ce sont les droits. J'ai quoi? J'ai la partie à droite. Ce sont quoi? Ce sont la localisation, où se trouvent les fichiers, l'horodotage et la taille des fichiers. OK? Donc ça, c'est quoi? Ce sont les métadonnées. À droite, j'ai les métadonnées. À gauche, j'ai mes permissions. J'ai les droits. OK? Vraiment, faut que ça soit clair. OK? Donc, comme ils vous disent, bien qu'intimidantes, ces trois colonnes sont très importantes pour déterminer certaines caractéristiques, soit d'un fichier, soit d'un dossier, et si on y a accès ou non. OK? C'est ça qui est fou, et c'est là que je vous disais, tout est fichier sous Linux, je vous l'ai dit. Mais le pire, c'est que chaque fichier, indépendamment des autres, va pouvoir être configuré d'une certaine façon, en lecture, en écriture et en exécution. C'est le principe de granularité. OK? On a un héritage. Imaginons que tu les droits dans cette arborescence, directory, en lecture, écriture, exécution, exécution simple. Ça veut pas dire que tous les fichiers qui sont présents auront les mêmes droits. Ils pourront avoir tout à fait des droits différents, comme vous pourrez dire, bah écoute, dans le répertoire boot, tous les fichiers qui sont là-dedans, ils auront les mêmes droits. Mais ça, on doit les gérer. On est administrateur de notre système, ok? Ça se fait de façon automatique quand vous créez un dossier, hein. Le dossier va hériter d'un sous-dossier. Je m'explique. Il y a Toto qui est créé. Je fais un je fais un mkdir Toto puisque c'est un dossier, c'est pas un fichier. Eh ben, si système a ses droits, automatiquement, par héritage, par lien de filiation, le parent, c'est système. Toto, le répertoire Toto qui est créé dans le système, c'est l'enfant. L'enfant va automatiquement hériter des droits du parent, à moins que j'utilise des commandes pour modifier ça. OK? C'est le principe d'héritage. Maître, esclave. Système est le maître. Toto, qui est compris dans le système, est l'esclave. OK? C'est le principe d'asservissement. Le principe d'asservissement, non seulement c'est dans la société, hein, on est toujours le con de quelqu'un, on est toujours l'esclave de quelqu'un, mais en informatique, c'est très important. C'est le même principe. Maître, esclave. OK? Et ben là, c'est pareil. Vos fichiers seront toujours l'esclave de quelqu'un.
du maître. Il faut trouver qui est le maître et quels sont les droits du maître. Et c'est ça le principe du hacking, en fait. C'est qu'on va jouer, on va partir à partir de l'esclave, on va devenir maître. On va devenir des dieux dans la machine. Ok? On va se rebeller. On va pas rester passif. On va pas accepter une vie d'esclave toute notre vie. On va devenir les dieux dans la machine. Ok? Métaphore. Vous pouvez l'appliquer dans vos propres vies. Ok? Soyez indépendants. Soyez pas des petits esclaves du système. Posez-vous des questions, réfléchissez. La connaissance, ça pourra vous aider à vous émanciper, à pas être comme tous les moutons là. La guerre des clones, ok? Les gens sont tous pareils, ils pensent la même chose, ok? Ça, nous les hackers, on pense pas comme ça. On est original, on est originel, ok? Donc, voilà, je fais un peu de politique en même temps, c'est magnifique. Cette faculté que j'ai à faire de la politique et de l'informatique, c'est magnifique. Plus sérieusement, revenons à nos droits. Rappelez-vous, R, W, X dans votre tête. R, read, je peux lire. W, write, je peux écrire. X, je peux exécuter. Mais ça va au-delà. Je vous ai dit exécuter, oui, mais je peux lire. C'est-à-dire que si j'ai l'exécution dans une arborescence, si je fais ls, je pourrais lire tous les fichiers qui sont présents dans l'arborescence. Si je n'ai pas l'exécution, j'aurais beau faire un ls, là. Allez, laissez-moi vous montrer. Laissez-moi vous montrer. On retourne dans... Allez, c'est parti. Je vais vous montrer. On va aller dans try. Ok. Moi, je suis quoi? Je suis try hack me. Ok. Je crée un fichier, une arborescence, Toto. Je reprends. Ok. Cannot create Toto exist already. Ok. Donc je vais faire un change group Toto. Hein. Le répertoire Toto devient le groupe Tata. Comment ça, une valide groupe Toto? Je suis en train de m'embrouiller les pinceaux là. Toto, ouais. Dans Toto. Bon, on va aller dans Toto. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a Tata. D'accord. Alors, change. Est-ce que je peux lui dire étoile vers Tata? Ok, il n'y a pas de groupe Tata. Est-ce que je peux mettre sudo? Ok, il veut pas Tata là. Comment je pourrais vous expliquer ça en fait? Faut que je modifie les droits. Faut que je modifie les droits. Alors, attends, je sais. LS là, donc là je vais modifier les droits. Ok? Other a le droit, à part try avec me. Mais moi je suis try avec me, c'est ça le truc. Il faudrait que je modifie les droits. Je sais pas comment vous expliquer ça en fait concrètement. Parce que là, faudrait que je fasse sur ma machine. Après. Ok, je vais tester autre chose. Euh, je vais faire un chmod, ok? Je vais donner tous les droits au, au owner, ok? Et aucun droit au groupe, aucun droit à all, à l'autre, ok? Sur Tata. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, ça c'est ls Tata, je sais. ls, ls-l1. Ok. On vient de retirer les droits. On est d'accord? Il n'y a plus que Try Avec Me, le propriétaire, qui a les droits en lecture, en écriture, en X. C'est pas de chance, je suis Try Avec Me. Donc là, si je fais un ls, je vais pouvoir lister. Comment je pourrais faire ça? Il faut que je change de groupe. Alors, comment je peux faire ça? Je vais changer le groupe et je vais dire change group root data. Faut que je fasse un sudo. Ouais, je suis pas sudo. Bref. Je vais pas pouvoir le faire sur cette machine parce que j'ai pas les droits. Mais comment vous expliquer? Si jamais, eh ben, le groupe maintenant d'appartenance et le honneur était root, était plus try avec me, ok? Comme moi, je ne suis pas try avec me, je ne suis pas root, ça veut dire que je suis all. All, j'ai plus aucun droit.
Donc, je pourrais à la limite faire ls dans ce répertoire et voir une arborescence tata. Mais dès que je ferai cd tata, il me dirait permission DI. Je pourrais pas rentrer dedans. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'exécution. Je n'ai pas le X. Ok? Ça, c'est à comprendre. Vraiment. Et pareil, si jamais c'est l'ensemble de l'arborescence Toto qui n'avait pas le X, quand bien même je ferai ls, je ne verrai pas important 2. Si je sors de là, si je ferai ls, je ne verrai pas data. Vous voyez où je veux en venir? C'est la compartimentation. Vous pouvez être dans un répertoire, utiliser toutes les commandes que vous voulez. Si vous n'avez pas les droits, eh ben, vous ne verrez pas le fichier. Donc, vous ne pouvez même pas savoir qu'il y a un fichier ou des dossiers qui sont présents, puisqu'on vous a retiré le droit en exécution. Et ça, c'est vraiment important. OK? Parce que les hackers, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à se balader et à trouver des arborescences. Mais si la machine est bien configurée, tu auras beau faire des ls, tu les verras pas. Il faudra que tu fasses ton escalade de privilèges, passer route ou sudoer pour pouvoir enfin voir data. Et là, ça complique, mais un, un- un truc de malade. Ok? Ça n'a plus rien à voir. C'est pour ça qu'un bon administrateur, c'est pour ça que je vous dis, euh, Linux est beaucoup plus sécurisé, puisque si vous retirez ça, RWX, et moi, bah, très souvent, les trucs importants, je saute RWX, ok, pour que les autres utilisateurs ne puissent ni lire, ni écrire, ni même lister ou exécuter mes fichiers, ok. Donc le hacker, il va arriver sur ma machine, il a réussi à me pirater, mais tous les fichiers, il pourra pas les voir, ok. Qu'est-ce que je fais? Je n'empêche pas de me hacker. S'il est bon, il trouvera une solution. Je lui mets des putains de bâtons dans la roue, ok, pour le ralentir. Et c'est le principe de la cybersécurité. On va ralentir la cyberattaque au maximum. Ok? On pourra pas l'empêcher. Si le gars est motivé, s'il a la technique, il vous piratera. Mais déjà, si vous gérez bien vos droits sur la machine, eh ben, ça va lui compliquer un truc de fou. Ok? Donc, revoyons les principes. Je m'arrêterai là. Je vous ai dit la première barre, soit c'est un fichier, ok, tiré, soit c'est une arborescence. On a vu qu'il y en avait d'autres. On va faire très simple. Ensuite, on passe à quoi? Honneur, ok? Comment on dit? C'est OGA. O-G-A, ok? Honneur, propriétaire, G, groupe, A, all, ou other. Ça dépend. Certains parlent de O-G-O, certains parlent de O-G-A. Mais je vous conseille plutôt O-G-A parce que vous allez voir au niveau des droits comment on peut les modifier. Avec G, avec A, avec O. Ok? Donc le principe, lecture, écriture, exécution, hein, au niveau du honneur, du propriétaire. On est d'accord? Donc ça, c'est le honneur. Ça, c'est quoi? C'est les permissions au niveau du fichier. OK? Donc, on a quoi? On a propriétaire, groupe du propriétaire, groupe owner, et enfin, on a les autres utilisateurs. Ça, dans vos têtes, faut que ça soit vraiment très clair. On continue. Donc, utilisons le fichier cinématique.pem dans notre capture d'écran initiale. Eh ben, qu'est-ce qu'on voit? Le cinématique.pem, il est où, cet enfoiré? Il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est un fichier et il y a que quoi? Cinématique, le honneur qui a quoi? Les droits en read and write. Donc en lecture, en écriture, pas d'exécution pour lui. Ok? Les membres du groupe cinématique, ils ont rien et les autres, bah ils ont rien. Les trois derniers. Ok? C'est exactement ça. Ok? Cela signifie que seul le propriétaire du fichier peut lire et écrire RW mais ne peut pas l'exécuter. Il n'y a pas de X, comme je viens de vous montrer. Donc, nous avons brièvement exploré cela dans la partie 1, en fait, hein, les fondamentaux Linux, l'avantage de Linux et les autorisations peuvent être granulaires. C'est pour ça que je vous parle de granularité. Je n'invente rien. OK? Même si un utilisateur possède techniquement un fichier, si les autorisations ont été définies, un groupe d'utilisateurs peut également avoir les mêmes ensembles d'autorisations ou un ensemble différent, pardon, exactement du même fichier, sans affecter le propriétaire du fichier lui-même.
J'explique. Je travaille sur un fichier qui s'appelle comptabilité.txt. Ok? Moi, je suis le PDG de la boîte ou je suis le DAF, le directeur des affaires financières. J'aurai les doigts en écriture, en lecture, en exécution. Par contre, les commerciaux, ok, ils auront le droit en lecture, ok, en exécution. Ils pourront pas modifier le fichier. Et les secrétaires comptables, les experts comptables, ce que vous voulez, ils auront les droits de modification et d'exécution. Euh, donc, voyez, on peut vraiment compartimenter en fait. Tout le monde travaille sur le même fichier, mais il y en a qui peuvent juste l'exécuter, d'autres qui peuvent le lire, d'autres qui peuvent l'écrire, et certains peuvent exécuter, lire et écrire. Ok? Donc c'est vraiment ce principe. Donc, mettons dans le contexte réel, l'utilisateur système qui exécute un serveur web doit disposer des autorisations nécessaires pour lire et écrire des fichiers pour que l'application web fonctionne. Les entreprises telles que les sociétés d'hébergement web devront permettre à leurs clients de télécharger leurs propres fichiers sur le site web sans être utilisateur système, ok, sans être root du serveur web. Sinon, ça compromettrait la sécurité de tous les autres clients, ok. Donc, on a des commandes et la commande qu'on utilise le plus, c'est SU. SU permet de faire la commutation entre les utilisateurs sur une installation Linux, ok. SU, je vais lui dire quoi? SU moins L, je vais lui dire login. Ça va me permettre de savoir ce que je peux exécuter. C'est le premier truc que je fais sur une machine pour la pirater. Connaître les droits auxquels j'ai droit. SUL ou SU login. OK? On peut exécuter cette commande une fois connecté et spécifier le shell. Et justement, vous savez que ça, on peut trouver les failles. SU Toto, je me connecte en tant que Toto. SU root, je me connecte en tant que root. Il me demande le mot de passe de root. OK? Donc SU, vous allez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous l'utilisez. Qu'est-ce que veut dire SU? Il veut dire super user, super utilisateur. OK? Élévation de privilèges. Vous passez de Toto, qui n'a aucun droit, à un super utilisateur. Ça peut être root, ça peut être Tata, qui fait partie du groupe des sudoers. Si tu fais partie des sudoers, ça veut pas dire que tu es sudo, ça veut dire que tu fais partie du groupe admin et que tu pourras te donner les droits administrateurs. Ok? Je sais qu'au début, c'est un peu complexe, mais ça viendra pareil. Ok? Donc ça, c'est vraiment important. SU user 2, je veux me connecter en tant que user 2. SU tante Martine, je veux me connecter en tant que tante Martine. Ok? SU route, je veux me connecter en tant que route. SU tout court, c'est égal à quoi? SU tout court est égal d'office à SU route. Ok? C'est la même chose. Vous voulez vous connecter en route. Ok? Donc ça, pareil, vraiment à apprendre. Et quand vous faites un SU route, ça fait quoi? Ça vous donne les droits route et vous pouvez ensuite exécuter des applications. Mais il y a un moyen plus sécurisé de faire ça, c'est de faire sudo. C'est quoi? Sudo, c'est quoi? C'est super user, ok? Will, on s'en fout, do, ok? Le super utilisateur fera ceci, ok? Donc je lui demande quoi? Eh ben, en un instant, plutôt que switcher en tant que root, je lui dis je reste try avec me, mais tu vas devenir root et tu vas me lancer l'application. Sudo cat, tu me lances l'application en tant que SU root et tu m'affiches cat. Ok? Si je fais cat tout court, tu lances cat en tant que try avec me et plus root. Ok? Donc ça c'est super important, hein. Et le moins L, c'est voir vraiment tout ce qu'il y a au niveau du user. Qu'est-ce qu'on pourrait abuser? Ok? Donc sur la machine déployable, qui est le propriétaire important? Comment on peut savoir ça? On va peut-être faire un sudo moelle. Pas avec me, visiblement. Non? Tu veux le route?
Ah non, c'est Ubuntu. Non, même pas. User 2. Ok. Donc comment il sait ça? Ok, donc comme je vous disais, hein, sudo-L, ça permet d'hériter de beaucoup plus de propriétés du nouvel utilisateur, c'est-à-dire les variables d'environnement et autres. Ok? Donc su -L try avec me. Ok? On a un petit peu plus de droits. Ou pas. Donc si on fait su user2, je n'ai pas son mot de passe. Mais on voit bien que si on voudrait, eh ben, il faudrait faire su user2. Je me connecte en tant que user2. Basculer maintenant vers cet utilisateur en utilisant le mot de passe user2. Ok, maintenant que je l'ai, je veux me connecter en user2. Su user2. Qu'est-ce que je veux? User2. Ok. Maintenant, je suis dans quoi? Je suis dans Home Try Acme. Qu'est-ce qui change? Eh ben là, maintenant, je suis connecté en tant que user2. Avant, j'étais connecté avant que Try Acme. Arrobase, séparation, et le hostname de la machine. La machine s'appelle tout le temps Linux 2. Ici, hein. Moi, ma machine, elle s'appelle DARPA. Ok? Moi, vous voyez tout le temps, ça demande DARPA. Ok? Pourquoi? Parce que quand je cherche sur le réseau ma machine, je sais que j'ai juste à taper DARPA et il trouve quoi? Il trouve mon PC, il trouve mon Kali. Ok? C'est ce qu'on appelle un host name. Ok? En informatique. Un nom d'hôte. Ok? Là, le nom d'hôte, c'est Linux 2. Donc on voit qu'est-ce qui change quand on utilise ASU. Eh ben, c'est là, c'est avant. Là, je suis passé à user 2. Avant, j'étais try avec me. Je peux tout à fait. Alors, attends, on va abuser de la faille. On va voir. Il y a quoi? Il y a important. Eh ouais, mais je l'ai plus là. Putain. Sortir le contenu important. Quel est le drapeau? Ok. Donc, cat my file. Déjà, on va voir. File system. Celui-là, on l'a déjà utilisé. C'est des my folder. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais chercher. On va reprendre fine, ok? J'ai pas envie de perdre de temps. Je veux quoi? On a vu name, je veux le nom. Et le nom, c'est quoi? C'est important.exe. Il va le rechercher. Hop, qu'est-ce qui se passe? J'ai plein de permissions denied. C'est totalement dégueulasse. Qu'est-ce que je fais? Ok, on continue. Ça, c'est bien. Je veux quoi? Je veux redirection de quoi? De toutes les erreurs. Donc vers quoi? Vers dev nul. Et là, ah bah, alors attendez, je fais un peu de merde. Redirection de dev nul. Non, je fais de la merde. Non, c'est pourcentage. Oh, j'y arrive plus. Je fatigue. De dev nul. Putain, je suis trop con. Si je veux pas les messages d'erreur, de... Ah ouais, permission denied. Je sais pas. Donc, important, find
Qu'est-ce que je peux lui dire? Je peux lui dire find à la racine name qui s'appelle important. .txt. Là, il n'y a rien. Si je mets important, pourquoi? Je le trouve pas non plus. Ouais, mais je crois que j'ai renommé le fichier. Putain, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Là, je peux pas remonter à tous les coups. Je suis de la baise. Ouais, je me suis auto-baisé la gueule. Putain, j'ai le seum. J'ai le seum total. Donc, il va falloir le retrouver à la main. C'est des totos. On a quoi? On a un important là, non? Il y a un truc, il y a un objet, il y a un truc. On a Tata. C'est des Tata. Permission denied. Ah, bah là, c'est un bon exemple. Vous voyez que moi, maintenant, je suis user 2. User 2, il est quoi? Il est autre et il n'a pas les droits. Donc, je peux pas rentrer dedans. On est d'accord, hein? C'est des Tata. Je peux pas. Voilà, c'est l'exemple que je voulais vous montrer. Ok? Je sais qu'il existe, mais je peux pas rentrer dedans. Ok? Ça, c'est un principe de droit. Ou je pourrais faire encore plus fou. Moi, j'ai le droit sur LS. C'est dommage. Euh, comment je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux faire? SU try avec me. Ok? Je vais dans Tata. SU user 2. Je repasse. User 2. Ok? User 2. Ok? Je suis dans Tata. Si je fais LS. Voilà. L'exemple que je voulais vous montrer. LS moins là. Tu n'as pas les droits. Tu n'as pas les droits. Permission denied. Donc, tu auras beau bidouiller LS, LS-A, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu n'auras jamais les autorisations. Ok? Donc, vous voyez la puissance, hein. Là, ça bloque la cyberattaque, hein. Le gars qui veut attaquer, il peut pas lister les fichiers, il peut pas les lire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas X. Et X, c'est quoi? C'est l'exécution et la lecture et même plus, la lecture et, j'ai envie de dire, le fait de se balader, le fait de se balader, de lister les fichiers. Tout ça, c'est X, ok? Exécution, c'est plus vaste que l'exécution. Exécution, ça veut dire aussi se balader dans l'arborescence. Et là, on le voit bien, ok? Comment je peux pas me balader dans l'arborescence? Je peux pas lister. Ça, c'est grâce à X. X n'est pas présent. Donc quoi? Donc CD data, bah c'est mort. Tu peux pas. Permission denied. LS, tu peux pas. Ok? Donc je suis obligé de sortir pour commencer à récupérer mes droits. Mais si je fais un nouveau CD data, bah j'ai pas le droit. Ok? Ça, c'est le principe de granularité. C'est le principe de droit. Ok? Donc, je vais revenir parce que j'ai fait de la merde. Try avec me. Et oui, tape le mot de passe, ça sera peut-être mieux. Ok. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, les répertoires communs. Ok, on va revoir, je vous ai dit, l'architecture. Ok. ETC, c'est le répertoire racine avec... Pourquoi le répertoire racine? Parce qu'il part de la racine, hein. Vous ne me méprenez pas. Ok. Comment je le sais? C'est des racines. Reste calme, s'il te plaît. C'est des racines. Ah ouais, j'ai ETC. Donc, c'est bien un répertoire racine. Donc, ETC. Ce répertoire racine est l'un des répertoires les plus importants. C'est l'équivalent de System32 dans Windows. Le dossier ETC, abréviation de etc., est un emplacement courant pour stocker les fichiers système utilisés par Linux. Par exemple, les fichiers sudoer mis en évidence dans la capture d'écran ci-dessous contiennent une liste d'utilisateurs ls dans ETC. Ok? On a le sudoer, on a passvd, on a shadow. C'est de ça qu'on sert pour pirater une machine. Donc on voit bien, on a des fichiers extrêmement importants. Ok? On a les groupes, on a le GS Shadow, tout ça, les certificats, le bash, tout ça c'est utilisé pour le bon fonctionnement de votre système d'exploitation. Ok? Donc,
Les deux fichiers sont spéciaux pour Linux, ils montrent comment votre système stocke les mots de passe pour chaque utilisateur sous un formatage crypté qu'on appelle SHA-512, Shadow Passwd Sudoer. Ok? Ou, mais c'est pas ou, c'est var. Je sais pas pourquoi ils le traduisent comme ça, c'est mécréant. Var, il est là. Var comme variable. Ok? Abréviation de données variables. C'est l'un des principaux dossiers racines trouvés sur une installation Linux. Ce dossier stocke les données fréquemment consultées ou écrites par les services ou les applications s'exécutant sur le système. Par exemple, les fichiers journaux des services et des applications en cours d'exécution sont écrits ici. Quand vous allez récupérer les logs sur un serveur que vous êtes administrateur système, vous allez taper les logs qui sont dans var. Ok? Quand vous voulez effacer les logs, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes un hacker? Vous allez faire un sudo rm rf var. Ok? Log. Allez, je suis gentil. Ok? Ça va effacer toutes les logs. Je vous ai montré, je vous ai fait une petite vidéo comment effacer toutes les logs sur une machine Windows, sur un serveur Windows. Cette commande permet d'effacer toutes vos traces, toutes les logs sur une machine Linux, Unix, macOS. Ok? Et donc, c'est pas forcément les données qui sont associées aussi nécessairement à un utilisateur spécifique, hein. On a également des traces en base de données. Je vais essayer de vous montrer si on a les droits. Je vais aller dans var. Voilà. Ok? On a les sauvegardes, on a le cache, tout ce qui est en local, on a les logs. Je vais regarder les logs, je vais dans log. Hop. J'ai quoi? Bah, j'ai les logs. J'ai les logs. J'ai toutes les logs. Vous voulez qu'on regarde les logs du noyau? Le kernel? J'ai pas les droits. SU user2. Ah, j'ai pas les droits là. Dommage. Est-ce que je peux vous montrer? 4, 6, log. Pas les droits non plus. Putain, il me fait chier. Si je fais un sudo. Euh... Ok, je suis pas sudo. Bon, bref, avec un sudo, on peut lire toutes les logs. Tout ce qui se passe sur votre ordinateur. Si vous êtes piraté, c'est là-dedans que ça se passera. Ok? C'est l'équivalent de l'observateur d'événements Windows. Ok? Ensuite, on a la racine. Tiens, je vous en parle. On a deux types de racines. Je vais faire simple. On a la racine root, c'est ça. On a vu ça. C'est le système de fichiers à la base. Mais on a deux autres racines. Quand vous êtes root sur la machine, votre répertoire personnel, votre répertoire utilisateur, votre répertoire d'accueil utilisateur, il est dans root. Ok? Là, j'ai pas le droit. Mais il est là-dedans. Ok? Donc, moi, saltimbanque, moi, je suis dans home, saltimbanque. Quand je passe route, mon répertoire devient route. Ok? Faut bien faire le distinguo. C'est-à-dire que user2, il est par route, donc son répertoire, il est dans quoi? Il est dans home. Et en effet, dans home, on a quoi? On a bien le répertoire de user2. Mais il y a aussi Ubuntu, et il y a aussi l'utilisateur try avec me. Ok? Donc, soit dans home, soit dans root. Soit vous êtes admin, soit vous êtes autre utilisateur. Ok? Donc, le dossier root est en fait le répertoire d'accueil de l'utilisateur système root. Comme je vous le disais, il n'y a rien de plus dans ce dossier que simplement comprendre qu'il s'agit du répertoire de base de l'utilisateur root, donc de l'administrateur. Donc, le 0. Ok? Pourquoi le 0? Parce que KTTC, passvd, j'ai quoi? Mais bon, qu'est-ce que tu me fais? 4TC passe VD. Voilà, ok? Il n'y a qu'un seul route. Il est tout en haut de la pyramide. C'est lui. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ouais, ouais, son répertoire, c'est route. Ok? D'accord? Alors que moi, c'est quoi? Moi, user2, il me dit quoi? User2, toi, ton répertoire, c'est home user2. Et c'est vrai, je n'invente rien. PWD, je suis dans home quand je liste. Eh ben ouais, il y a bien le répertoire user2. Ok? J'espère que vous commencez à comprendre. Ok? Je fais que répéter les choses pour que ça rentre dans vos têtes. Alors je sais, ça peut être super relou, mais je répète, je répète, je répète, je répète, je répète, je répète. Faut que ça soit clair maintenant dans vos têtes. Ok?
C'est pour ça que j'exagère, hein. Croyez-moi, moi, tout ça, je le sais depuis bien longtemps. Ok? Donc vraiment, comprendre ça, hein. Quand vous cherchez le répertoire d'un utilisateur, vous allez à la racine, vous cherchez dans Home. Vous aurez tous les utilisateurs. Quand vous cherchez le répertoire de l'administrateur qui s'appelle root, vous sortez de là, vous allez à la racine, vous y êtes, ok, et vous allez dans route, c'est des routes, ok, ok. Donc ça vraiment pareil, que ça soit clair. Ensuite on a quoi? On a TMP. TMP, on l'a là. TMP il est là, il est tout le temps en vert, ok. TMP temporaire, ok, temporaire. TMP c'est tout ce qui nous permet de stocker des données qui ont été nécessaires et après qu'on va jeter. Ok, c'est un peu comme la mémoire de votre ordinateur. Et une fois que l'ordinateur est redémarré, automatiquement, qu'est-ce que fait Linux? Il efface TMP. Ok, Windows le fait pas par défaut. Vous pouvez redémarrer votre Windows, il videra jamais votre TMP. Ok, il faut faire un nettoyage des fichiers système Windows ou partir en PowerShell ou en CLI en ligne de commande cmd.exe pour effacer les arborescences. Ok, et faire par exemple un del étoile sous MS-DOS, enfin sous ligne de commande pour supprimer tous les fichiers dans TMP. Ok, et en plus dans Windows on a deux TMP. On a TMP, ça c'est une variable d'environnement, et on en a une autre qui s'appelle TMP, TEMP. Ok, on a deux variables d'environnement. Dans Linux, vous n'avez qu'une seule variable d'environnement, TMP. TEMP n'existe pas. Vous pouvez la créer, hein, mais par défaut, c'est pas comme Windows. Dans Windows, on en a deux. Ok, ça aussi, il faut que ça soit clair. Donc, ce qui est utile pour nous dans le pen testing, c'est que n'importe quel utilisateur peut écrire dans ce fichier par défaut. C'est pour ça que je mets tout le temps mes charges utiles, mes virus là-dedans pour pouvoir les exécuter. Je n'ai rien inventé. Maintenant, j'espère que vous comprenez mieux. Tout ce que je fais à chaque fois que je fais des CTF avec vous, il y a une logique derrière, hein. Donc, elle constitue un bon endroit pour stocker des éléments tels que nos scripts d'énumération ou éventuellement nos charges utiles, donc nos virus. Donc, quel est le chemin du répertoire dans lequel nous attendrions les journaux soient logués? On a vu, c'est dans Varlog. Ok, tout de suite dans vos têtes. Quel répertoire racine est similaire en fonction de la RAM? Eh ben, on l'a vu, c'est le temp. Ok, c'est la mémoire tampon en fait, hein. Nommer, enfin temporaire. Nommer le répertoire personnel de route, ça tombe bien, c'est route. Ok, et là, on l'a déjà fait. Je vous ai montré, je vous ai listé tous les fichiers. Les autres, il faudra les connaître. Je vous ai déjà fait des cours là-dessus. Ok? Donc, on va faire les conclusions. Bon travail. Cette salle était assez théorique et couvrait un large éventail de principes fondamentaux pour vous familiariser avec Linux. Pour récapituler rapidement, on a vu comment se connecter à distance à une machine Linux en utilisant SSH, faire progresser votre utilisation des commandes en fournissant des indicateurs, des commutateurs où vous pouvez aller pour en savoir plus. Sur chaque commande, faites man plus le nom de la commande, comme je vous disais. Quelques commandes supplémentaires que vous utiliserez fréquemment pour interagir avec le système de fichiers et son contenu, une brève introduction aux autorisations de fichiers et aux changements d'utilisateur, un paragraphe récapitulatif des répertoires racines importants sur une installation Linux, pas spécialement Ubuntu, c'est pareil pour Debian, et comment nous pouvons utiliser les données stockées dans ceci. Je vous encourage à parcourir à nouveau cette pièce une ou deux fois pour vous familiariser avec les concepts. Après tout, la pratique rend tout parfait. Je vous ai dit pratiquer et ça le fera. Ok? Donc on verra la troisième partie, les fondamentaux, partie 3, la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne nuit. Bossez, installez un Linux. Je vous ai fait des vidéos comment virtualiser, comment installer VMware Pro, ok? Comment, même de base, ok? Installez-vous un ParrotOS, installez-vous un Ubuntu, installez-vous un Arch Linux si vous êtes masochiste. Pour commencer, je vous conseille Kali, ok? Le plus simple. Après, en termes de difficulté, Ubuntu, le plus facile. Ok? Après, Kali Linux, un peu plus compliqué. Ok? Après, un peu plus compliqué, ParrotOS. Ok? Et après, le plus compliqué, Arch Linux. Ok? Puisque c'est plus un Debian et au niveau des paquets, c'est pas la même gestion. On se sert pas d'APT, on se sert de Pacman, donc c'est totalement différent. Ok? Arch Linux,
c'est pareil. C'est le haut de la pyramide des hackers. Ok? Quand vous êtes vraiment très confirmé en hacking, vous allez utiliser Arch Linux. Ok? Mais c'est un bordel. C'est un bordel. Il faut avoir de grosses connaissances. Moi, je sais l'utiliser, mais honnêtement, tu sais quoi? Faudrait que je fasse une vidéo, vous montrer la différence. Ok? C'est une autre architecture Linux. Ça fonctionne un peu pareil, mais ça peut être aussi totalement différent. Donc à voir. Ok? Par contre, Arch Linux est complètement récent, quoi. Vous avez, c'est vraiment le Linux le plus abouti, hein. Si on doit résumer, Ubuntu, c'est un peu le Windows 8. Kali Linux, les Debian, on va dire que c'est le Windows 10. Et bah, Arch Linux, c'est Windows 11, ok? Puisqu'on va bientôt avoir un Windows 11. On a plusieurs versions comme ça, qui sont soit très sécurisées, très matures, soit très compliquées, un peu moins sécurisées, et vous avez toutes les releases bêta, ok? Linux utilise que des programmes en bêta quasiment. Donc, en termes de sécurité, moi, j'aime pas trop, parce qu'on n'a pas eu le temps d'auditer le code source, et ça peut entraîner des complications. Mais quand vous serez vraiment, vraiment à l'aise, Arch Linux est une super distribution aussi pour faire du pen testing. Il n'y a pas que ParrotOS, il n'y a pas que Kali Linux. Et je répète, tous vos outils, vous pouvez les installer sur Ubuntu. Ok? La plupart des grands hackers utilisent pas Kali, hein, ils utilisent Ubuntu. Ok? Parce que comme je vous disais, sur Kali, vous avez un paquet d'outils, et ça se trouve, eh ben, il y a des outils, vous le savez même pas, mais qui vous ont déjà piraté. Donc vous avez une machine, pensez qu'elle est sécurisée, ça se trouve, elle est pas sécurisée du tout. Ok? Et je vous ai toujours dit, un Linux qui sert à faire du hacking, partez du principe qu'il est verrouillé. D'office. Ok? Ne vous en servez pas comme machine personnelle. Installer un Kali Linux en dual boot pour s'en faire sa machine et remplacer Windows, c'est une ineptie. Ok? Utilisez des vraies distributions sécurisées. Utilisez Alpine que je vous ai montré. Utilisez Ubuntu. Là, vous serez sécurisé. Mais à partir du moment où vous installez des logiciels de hacking et que vous avez 4000, 5000, 6000, 7000 logiciels installés sur votre machine, votre surface d'attaque, mais, enfin, pirater un Kali, c'est un jeu d'enfant. Ok? Faut savoir s'y prendre. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous dis bonne nuit. À très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.